Lutte contre le narcotrafic, le texte est à l'Assemblée nationale depuis lundi. C'est une initiative bipartisane menée par deux députés, l'un PS, l'autre LR. Au Sénat, ça a été voté sans vague. On le rappelle, c'est une loi très largement défendue par les ministres Retailleau et Darmanin. C'est une toute autre histoire à l'Assemblée nationale. Gabriel Catala est député LFI. C'est un parti qui s'oppose avec vigueur à cette loi. Elle est justement dans l'hémicycle et le débat de cette loi. Vous allez nous expliquer comment ça se passe. Bonjour. Bonjour. Et l'entretien, c'est tout de suite. Gabriel Catala, vous participez donc au débat sur cette loi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale? On dit dans les couloirs qu'on insiste à un duel, les défenseurs de cette loi, les centristes, la droite, l'extrême droite, face à vous, LFI. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors c'est un débat très intéressant mais navrant pour nos libertés fondamentales puisqu'il y a trois choses très graves dans ce texte. La première, c'est qu'il y a toute une batterie de mesures sur la surveillance généralisée. Par exemple, vous vous souvenez de la loi renseignement de M. Cazeneuve en 2015 qui a créé ce qu'on appelle des boîtes noires, des boîtes algorithmiques qui permettent de surveiller un certain nombre de personnes suspectes. Elles ont été étendues ensuite par Emmanuel Macron et là, elles sont étendues au trafic de drogue, mais on ne sait pas bien combien d'affaires elles vont aider à résoudre. En tout cas, ça crée une situation où il y aura une surveillance de masse généralisée dans notre pays. Ensuite, cette loi elle met fin aux messageries chiffrées, c'est-à-dire que les applications qu'on a comme WhatsApp, Signal, ces messageries pourront être lues par la police. On a ce qu'on appelle aussi, qui porte atteinte au droit à la vie privée, à la protection des données personnelles, ce qu'on appelle le dossier coffre, c'est-à-dire que quand vous êtes poursuivi pénalement, si vous faites l'objet d'une mesure de surveillance, normalement, votre avocat doit avoir accès pour vous défendre à qu'est-ce qui vous est reproché et les mesures qui vous sont appliquées. Là, il y aura deux formes distinctes de procès-verbaux, ceux qui viennent de procédés de surveillance prévus par cette loi et ceux qui viennent de procédés de surveillance classiques, ce qui, pareil, portera une atteinte au droit de la défense, puisque la personne ne saura pas ce qui lui est reproché et comment elle est surveillée. Ensuite, on a débattu hier de quelque chose de très grave qui passe complètement inaperçu dans l'opinion publique et qui permet à M. Darmanin, à M. Retailleau de montrer les muscles. On a l'impression qu'on a deux ministres de l'Intérieur. C'est la création de nouveaux types de quartiers d'isolement dans des prisons françaises pour les trafiquants de drogue, enfin pour les auteurs de criminalité organisée. La première chose, c'est que la criminalité organisée en France, elle s'applique aussi à des militants aujourd'hui. Quand on regarde par exemple ce qui est arrivé aux militants de Bure antinucléaire, à qui il était reproché un certain nombre d'infractions et à qui a été appliqué le régime de l'association de malfaiteurs, finalement ce type de quartier d'isolement pourrait leur être appliqué. Donc ça, c'est une loi, un article de loi qui a été débattu hier sur les nouveaux quartiers d'isolement. Voilà, exactement. Et c'est un article de loi déjà qui n'a rien à faire dans la loi parce qu'il n'a aucun rapport avec la loi de départ. C'est un ajout de M. Darmanin qui a été fait à l'Assemblée en commission la semaine dernière. Et ces quartiers d'isolement, donc c'est des quartiers où les personnes n'ont pas accès à leur famille et au téléphone comme le reste des détenus, où elles peuvent être fouillées systématiquement, où elles n'ont pas d'activité. Bref, c'est que des choses en fait qui vont porter atteinte à leur réinsertion, à leur réintégration dans la société, qui vont pas du tout favoriser le fait qu'elles récidivent ou non ensuite. Et c'est un type de quartier qui ressemble à des quartiers d'isolement qui avaient été supprimés par Robert Badinter en 82. Donc c'est vraiment un retour de 40 ans en arrière sur la dignité des personnes détenues dans notre pays. En fait, c'est des régimes extrêmes d'isolement en prison qui n'existent qu'en Italie et qu'aux États-Unis, par exemple. Et après, ce qui frappe dans ce texte, c'est que, alors que la France est un pays qui est le troisième pays le plus consommateur, par exemple, de cannabis en Europe, mais qui a en même temps la politique la plus répressive, donc on voit que tout ça ne mène nulle part, il n'y a rien sur la prévention dans ce texte et rien réellement pour lutter contre le narcotrafic, puisque le Canard enchaîné révélait encore hier qu'il manque 2500 enquêteurs sur le problématique du narcotrafic dans notre pays, en plus ou parmi les 5000 officiers de police judiciaire qui ont été supprimés dans le budget là, que nous voulions censurer de M. Bayrou, le budget qui s'applique là, pour l'année 2025. Donc en fait, il n'y a pas de moyens. Et ensuite, on vient mettre en place des politiques de surveillance, des politiques répressives, des politiques qui détruisent la dignité des personnes détenues, qui sont d'ailleurs dénoncées par la Cour européenne des droits de l'homme, la Défenseure des droits, toutes les associations en France, l'OIP, Amnesty, etc.
Et donc tout ça mène à une impasse. Et en fait, ce n'est que de la com de M. Retailleau et de M. Darmanin qui sont en campagne permanente pour leurs idées nauséabondes. Donc, en gros, ce que LFI dit, c'est qu'une loi contre le narcotrafic, ça ne sert à rien de légiférer encore et encore. On a déjà on a un arsenal pénal déjà suffisant et déjà très répressif. Par exemple, il y a certaines infractions. Quand vous commettez du trafic de stupéfiants en bande organisée, c'est plus grave qu'un viol ou qu'un meurtre dans notre code pénal. Alors qu'il me semble qu'une atteinte à la personne, à la vie d'une personne, une atteinte à la personne qui crée des traumatismes à vie, c'est plus grave sur une échelle de gravité que trafiquer des stupéfiants. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est que la réponse, elle est avant tout sanitaire sur les stupéfiants. On est pour la légalisation du cannabis et on est pour la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues. Quand on regarde la réponse pénale en termes de stupéfiants, 73% de la réponse pénale, c'est verbaliser des consommateurs avec des amendes forfaitaires délictuelles, ce qui, pareil, pose un problème de justice à deux vitesses, puisque c'est des policiers qui verbalisent et c'est pas, les personnes n'ont pas affaire à un magistrat indépendant. Et donc, nous, on dit qu'en fait, ce n'est qu'une impasse et que finalement, la loi qui s'appelle en plus loi visant à lutter contre le piège du narcotrafic va nous y enfermer et qu'elle n'apportera aucune solution. Alors, c'est un sujet qui vous tient à cœur, hein, Gabriel Catala, parce que vous avez visité 2 fois la prison du Val-d'Oise, l'été dernier et l'hiver dernier. Vous avez justement visité des quartiers d'isolement. La défenseure des droits, c'était en 2023, peut-être même l'année dernière, hein, elle a interpellé les pouvoirs publics français, vous le disiez, sur les atteintes aux droits, hein, des atteintes graves, c'est ce qu'a dit la défenseure des droits, des atteintes graves, répétées que subissent les personnes incarcérées, qui sont souvent malheureusement très vulnérables. Aujourd'hui, on voit qu'à l'Assemblée nationale, on a une loi sur le narcotrafic. Qu'est-ce qui a été fait quand la défenseure des droits a tiré la sonnette d'alarme sur la façon dont la France traite ses prisonniers? Rien, puisque vous l'avez remarqué comme moi, et d'ailleurs la défenseure n'est pas la seule à alerter, il y a aussi la Commission consultative des droits de l'homme, la CEDH, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui est l'autorité qui contrôle les prisons dans notre pays et le respect de la dignité des personnes détenues. Là, on a atteint en janvier le palier de 80 000 détenus en France, alors qu'il n'y a que 60 000 places. À l'heure où on se parle, il y a 4 000 détenus qui dorment sur des matelas au sol. Donc si le ministre avait vraiment des mesures fortes et avait vraiment des solutions à apporter, il pourrait par exemple mettre en place un mécanisme de régulation carcérale, dépénaliser certains délits, libérer certains détenus en fin de peine qui se tiennent correctement. Bref, il y a plein de mesures pour qu'on revienne à un taux d'occupation de 100%. Et vous le disiez, j'ai visité 2 fois la prison d'Osny et une fois j'ai pu aller dans le quartier d'isolement et dans le quartier disciplinaire, qui sont déjà des mesures extrêmes qui n'existent pas dans certains pays. Par exemple, au Canada, qui a un meilleur respect des droits des prisonniers, ce type de quartier où les personnes sont placées dans des cellules microscopiques, qui sont en plus complètement délabrées, où ils n'ont pas d'activité, pas accès au téléphone et très peu d'heures de promenade, je crois que c'est même pas 1 heure de promenade par jour, n'existe pas. Et c'est ce qu'on appelle de la torture blanche, c'est-à-dire ça crée des troubles, ça va favoriser les troubles psychiatriques, la paranoïa, les hallucinations, bref, ça crée des troubles très graves. Et aujourd'hui, le Conseil de l'Europe nous dit déjà qu'au bout de 24 heures, il faut vérifier si la mesure d'isolement est toujours justifiée, parce que ils considèrent que c'est une forme de torture blanche. Là, dans le régime créé par M. Darmanin, dont on parlait tout à l'heure, qui ne sert à rien parce que l'isolement existe déjà, et moi je suis pour qu'il n'existe plus, on parlait au début de 4 ans, d'un enfermement de 4 ans dans ce type de régime extrême, qui a été hier ramené à 2 ans, pour que ce soit quand même un peu plus proportionné, ce qui est déjà une durée complètement exorbitante. Alors, vous le disiez, vous participez au débat. Dans les coins, on dit que c'est très, très houleux. Il y a des passes d'armes entre des députés LFI, des députés de droite, d'extrême droite. Bruno Retailleau, le ministre, hein, qui tient énormément à cette loi, comme Darmanin, il l'a dit, hein, je vais le citer, n'écoutez pas cette partie de l'hémicycle, parlant de LFI, hein, qui est la partie du laxisme, qui ne veut pas vraiment lutter contre le narcotrafic. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, il est en campagne pour son congrès contre Laurent Wauquiez. Bon, c'est rien d'étonnant à ce type de propos. Nous, on est habitués aux outrances à notre égard. Mais force est de constater que de notre côté de l'hémicycle, avec parfois des collègues du NFP aussi, les écolos, les communistes notamment, nous sommes les seuls à avoir des arguments et nous sommes les seuls à nous référer. Ben, les socialistes, à part quelques-uns, ont quand même moins d'arguments sur le sujet. Ils ont voté pour au Sénat, ils ne sont pas prononcés pour un vote contre
à l'Assemblée, malheureusement, pour le moment. Donc, là, actuellement, nous sommes les seuls à nous référer aux conventions internationales, nous sommes les seuls à nous référer à des études sérieuses du ministère de la Justice lui-même qui prouvent que ce type de mesure va en fait encourager ou favoriser la récidive des individus. Et en face, on a le Rassemblement national qui n'a rien à dire et qui n'a déposé aucun amendement. Et on voit que toutes les mesures que propose le gouvernement, toutes les pires mesures, sont votées directement par le Rassemblement national. Par exemple, hier, quand il a été voté cet amendement pour éviter le pire, c'est-à-dire que ce soit, au lieu que ce soit 4 ans, que ce soit que 2 ans, même le Rassemblement national s'y est opposé parce qu'il pensait que 4 ans, c'était quand même justifié pour ce type d'individu. Et là, on a une philosophie totalement différente. Eux pensent que les êtres humains se définissent uniquement par les fautes qu'ils auraient commises et qu'ils ont une vision de la justice qui est une justice vengeresse, une justice de surenchère qui n'est pas du tout notre vision de la justice, qui est là à la fois pour... La justice, elle est là pour protéger la société, et pour faire que l'individu s'insère ou se réinsère au sein de sa société une fois que la peine qu'il a purgée est terminée. Et donc on a une vision radicalement différente qui est en fait irréconciliable et qui se voit à travers ce débat. Des débats qui vont se poursuivre jusqu'à vendredi normalement si tout est voté. La nuit, oui, voilà, exactement. Alors on va rester en France et on va continuer de parler de Bruno Retailleau qui s'est lancé dans une guerre diplomatique avec l'Algérie. Jusqu'où va-t-il aller et a-t-il vraiment les moyens de faire pression sur Alger ? L'Algérie, comme la France, est un pays souverain. Donc si M. Retailleau veut continuer à ce jeu de surenchère xénophobe, électoraliste et raciste, ça peut aller très loin. Tout ça est complètement stérile et violent pour des millions de Français qui ont des liens familiaux ou affectifs avec l'Algérie et ne mènera à rien. Là, comme il est en campagne pour son congrès, il fait toute sa thématique de campagne là-dessus. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux. L'Algérie, c'est un pays ami. C'est un pays avec lequel nous avons une histoire extrêmement longue, une histoire faite de crimes commis par la France. Et donc, finalement, à travers cette instrumentalisation de la situation diplomatique, on voit le vrai visage de M. Retailleau finalement sort au grand jour, puisque c'est un nostalgique de la colonisation. Il ne reconnaît pas tous les crimes coloniaux que la France a commis. Là, on est dans une ambiance assez écœurante avec, vous l'avez rappelé juste avant, ce film sur les armes chimiques qui a été utilisé par la France, voilà, qui a été déprogrammé, mais qui est visible en ligne, voilà, sur les internets exactement. Juste avant, on avait lorsque Monsieur Jean-Michel Apathy, qui n'est pas un insoumis, a rappelé que la France avait commis de nombreux oradours sur glane en Algérie, puisque selon les historiens, on parle de 5 millions d'Algériens assassinés par la France pendant la période coloniale. Il a été renvoyé de RTL suspendu une semaine avant de préférer lui-même finalement quitter cette chaîne. Et donc tout ça crée une ambiance déplorable. Et en fait, c'est juste un racisme anti-arabe et anti-musulman qui est en fait le fonds de commerce de M. Retailleau, qui est déjà un ministre d'extrême droite et qui se rapproche de tout ce qui se passe depuis le début de la semaine. Là, on revient sur ces débats de l'interdiction du voile dans le sport. Ça fait partie de la même ambiance. Justement, vous le disiez, Jean-Michel Apathy, suspendu d'RTL parce qu'il a rappelé une réalité historique. Un documentaire sur le gazage en Algérie pendant la guerre de décolonisation qui a été déprogrammé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu en France aujourd'hui un déni du passé ? Oui, il y a un déni passé, il y a une volonté de la part de certains, de l'extrême droite, de réécrire l'histoire. Mais ce sont des nostalgiques de l'OAS, donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Alors, pour justement, Jean-Luc Mélenchon a parlé hier justement de ce débat, qui n'est plus un débat sur l'interdiction du port du voile dans le sport. La porte-parole du gouvernement a clarifié la position du gouvernement, parce qu'il y a un petit peu de polémique hier. Elle l'a dit, l'ensemble du gouvernement est derrière la proposition de loi, donc il n'y a plus de débat. Jean-Luc Mélenchon voit une surenchère raciste au sein de l'exécutif. Selon lui, il revient aux fédérations sportives finalement de décider si ça dérange ou si ça dérange pas. J'imagine que c'est votre position, LFI, position officielle. Oui, finalement, c'est un réflexe colonial, et d'ailleurs qu'on observe qu'en France, malheureusement, et qui nous rend assez ridicule. Par exemple, si vous vous souvenez des Jeux Olympiques cet été,
les sportives françaises étaient interdites de porter le voile, mais la France a accueilli des milliers d'athlètes dont des femmes qui portaient le voile et qui concouraient pour leur pays et qui étaient accueillies à bras ouverts par le public. Ce qui est ridicule pour notre pays, c'était notamment Madame Oudéa Castéra qui portait cela. Il y a eu effectivement une cacophonie au gouvernement. Il y a la ligne Darmanin, Retailleau, Darmanin a même menacé de démission, et Bayrou qui finalement a perdu et Elisabeth Borne qui finalement ont perdu leurs arbitrages. Là où il y a une erreur, c'est que au-delà évidemment l'idéologie raciste qui est derrière ça, c'est complètement erroné en droit de proposer de telles mesures. Les personnes qui portent le voile sont libres de le faire lorsqu'elles ne sont pas agents de service public. Or, les sportives et le sport doit être un vecteur d'émancipation et doit être inclusif. Les sportives, les femmes qui font du sport, et d'ailleurs je remarque qu'on s'attaque toujours aux musulmans, mais avant tout aux femmes musulmanes, ne représentent pas un service public. Donc le Conseil d'État avait malheureusement déjà tranché en 2023 que lorsqu'on représentait l'équipe de France, on ne pouvait pas porter le voile parce que indirectement, etc., on devait être neutre. Là, on parle de n'importe quelle jeune fille, jeune femme qui ferait du sport et qui serait interdite. Donc c'est évidemment un réflexe raciste, comme la volonté d'interdire les mères les accompagnants de sortie scolaire de porter le voile, comme la volonté de Mme Berger ou d'autres ministres du gouvernement. Mais quels vont être les effets de ces lois finalement? Enfin, la loi, les effets, ça va être de stigmatiser d'autant plus les musulmans, de créer une ambiance d'autant plus raciste dans notre pays, et surtout d'exclure des femmes qui aimeraient faire du sport et pour qui c'était un vecteur d'émancipation d'en faire. Alors, on reste toujours en France parce qu'il y a beaucoup d'actualités. On va parler bien évidemment de ce conclave sur les retraites. FO a claqué la porte des négociations il y a quelques jours. CGT l'a fait hier. CFDT est encore un peu flou, mais dit on reste, mais bon, on veut quand même changer les règles. Tout ça parce que Bayrou l'a dit, non à un départ à la retraite à 62 ans. Est-ce que le conclave aujourd'hui, à l'heure actuelle, il sert encore à quelque chose? Bon, il sert à rien depuis le début. Nous, on savait que c'était une mascarade. On était d'ailleurs les seuls à l'avoir dit. Le conclave, c'était la monnaie d'échange, le chantage de M. Bayrou pour acheter la non-censure du Parti socialiste. On voit où ça a mené. Il était évident qu'un Premier ministre dont le groupe a obstrué l'abrogation de la réforme des retraites lorsque nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale, dont le groupe et le socle commun a soutenu le 49.3 de Mme Borne lorsque cette réforme a été adoptée, puisqu'il faut rappeler qu'elle n'a jamais été votée, qu'elle a été votée, qu'elle est entrée en vigueur contre 93% des actifs. Il était évident qu'il n'allait pas tout d'un coup se dire qu'un peu de démocratie, un peu de discussion avec les syndicats, ça fait du bien, et que si la discussion aboutissait, on pouvait peut-être mettre à l'ordre du jour l'abrogation, d'autant plus que dans ce conclave, on le rappelle, il y avait le MEDEF qui avait un droit de veto, et vu les positions de la CGT et du MEDEF qui sont aux antipodes, il était évident que ça n'allait mener sur rien. C'était juste une manière pour François Bayrou de tenir pendant 3 mois, de gagner du temps et de faire en sorte de ne pas être censuré. Là, du coup, ça met pareil au grand jour toutes les prétendues victoires arrachées du Parti socialiste, puisque rappelez-vous, le Parti socialiste, pendant le budget, nous avait dit non, mais on ne censure pas parce qu'on préfère il nous faut un budget, sinon c'est le shutdown, ce qui est totalement faux d'un point de vue juridique. Et ensuite, on a quand même arraché des victoires, et donc il faut dire aux Français ce qu'on a gagné pour leur bien pour l'année à venir. Donc là, on voit que les Français vont continuer à travailler jusqu'à 64 ans et qu'on va arriver à un débat finalement sur la capitalisation, sur la fin du régime par répartition, parce que c'est ce que souhaite M. Bayrou, c'est ce que souhaite M. Macron, c'est ce que souhaite M. Édouard Philippe. Et ensuite, sur l'école, vous vous en souvenez aussi, on nous avait dit qu'ils avaient arraché la non-suppression des 4000 postes qui devaient être conservés. Et la semaine dernière, la carte scolaire a été publiée et ce seront 5000 classes qui fermeront à la rentrée. Et quant aux 4000 postes, déjà, il faudrait qu'il y ait assez de candidats, vu les bas salaires des enseignants, pour les pourvoir à la rentrée. Il faudrait qu'ils soient formés, puisqu'on rappelle que dans le budget, il n'y avait pas le budget pour les former correctement. Et il faudrait également que le gouvernement n'annule pas par décret ensuite, puisqu'il le peut, le maintien de ces 4000 postes. Et donc moi j'aimerais que le Parti socialiste nous donne la liste à jour des victoires arrachées, puisque finalement il n'y a plus grand-chose au final. Le Parti socialiste l'a dit, parce que c'est Olivier Faure justement, le secrétaire général du PS qui l'a dit, il était sur une matinale il y a quelques jours.
Il menace finalement, il l'a dit, la censure est encore sur la table. Si le bouton est activé, est-ce que PS et LFI vous appuierez ensemble dessus? Alors nous, dès qu'il y a une occasion pour censurer le gouvernement, et évidemment on l'utilise. La dernière fois, pareil, ils avaient déposé leur motion de censure de posture qui était là pour interpeller mais pas pour censurer, donc leur motion de censure de façade, on l'a votée. Le gouvernement n'est pas tombé puisque le RN n'a pas voté cette censure, mais j'attends qu'ils mettent la menace à exécution parce qu'on entend cette petite musique depuis longtemps et force est de constater que quand M. Bayrou n'a pas engagé sa responsabilité après le discours de politique générale, ils n'ont pas censuré. Sur la loi sur la sécurité sociale, la deuxième lecture, il y a eu 3 occasions, ils n'ont pas censuré. Et sur le budget, ils ont refusé de censurer. Donc finalement, ils n'ont voté que leur motion de censure de façade qui n'avait aucune chance de passer. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va parler de l'international, bien évidemment, avec Gaza. Silence on tue, ce devrait être la phrase à utiliser pour ne parler que du récent massacre dans la nuit de lundi à mardi. Plusieurs centaines de morts. On n'a pas les chiffres exacts. Plus de 100 enfants décédés. En tout cas, ce sont les chiffres de l'UNICEF. C'est un drame. Netanyahou avertit. En plus, ce n'est que le début. D'ailleurs, il a recommencé hier à bombarder. Je veux qu'on parle de la réaction française. Emmanuel Macron a condamné les frappes. Il demande à revenir au cessez-le-feu. Est-ce que c'est tout? Monsieur Macron a abandonné depuis longtemps la position française de non-alignement avec les États-Unis, de reconnaissance de l'État palestinien. Je rappelle qu'en 2014, l'Assemblée avait voté la reconnaissance de l'État palestinien. C'était une promesse de monsieur Hollande et monsieur Hollande n'a rien fait. Il n'a pas tenu ses promesses et ensuite monsieur Macron a fait exactement pareil. Là, on a une réaction inadmissible et totalement timorée face au massacre qui a été commis. Premièrement parce que même dans le cas où le Hamas aurait violé les accords de cessez-le-feu, ce massacre aurait été inadmissible. Mais lorsqu'on regarde même les 3 phases qui étaient prévues dans l'accord, la continuation de la libération des otages, qui est évidemment une nécessité, allait continuer dans la phase 2. Donc en fait, là, la phase 1 suivait son cours. Il n'y avait rien d'alarmant pour le moment. Le processus de paix était censé être en marche. Et donc, M. Netanyahou, qui en fait est un sioniste génocidaire et qui n'a que faire au fond de cet accord de cessez-le-feu, puisque son seul but est de vider Gaza des Palestiniens, de les déporter et de continuer les crimes qu'il commet totalement impunément sous les yeux du monde entier. Et donc, il est regrettable que la France n'ait pas une parole plus forte. Et j'étais la semaine dernière à New York en voyage parlementaire où j'ai pu profiter de ce voyage qui était organisé à l'occasion de l'examen de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies pour rencontrer notamment divers ambassadeurs, dont ceux qui sont membres du comité spécial sur les droits des Palestiniens et pour rencontrer le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, puisque la Palestine est membre observateur. Et tous, finalement, attendent que la France soit le premier pays du G20 à reconnaître la Palestine comme elle l'avait promis depuis longtemps, puisque la France ne peut pas dire qu'elle est pour la solution à 2 États si elle ne reconnaît pas 2 États dans la situation. Elle est dans une impasse totalement hypocrite, et il y a vraiment une énorme différence entre la position du gouvernement français ici et la position de M. Macron, et la position à l'international où les 3/4 des États soutiennent de manière inconditionnelle les Palestiniens et pas le régime israélien. Et donc là, tous ces crimes qui continuent d'être commis avec l'aval des États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui livrent toutes ces armes à Israël. D'ailleurs, Netanyahou a appelé même Donald Trump apparemment avant de bombarder la bande de Gaza. Et d'ailleurs, finalement, en fait, toutes ces trêves, en fait, pour Israël, servent à réacheminer, à prendre le temps de réacheminer des armes. Donc c'est une énorme hypocrisie et c'est une défaillance totale de l'humanité. D'ailleurs, j'appelle tous les Français qui souhaitent manifester leur soutien au peuple palestinien à venir notamment manifester Vous étiez samedi. À la dernière voilà, il y avait une manifestation hier soir, on a eu une avant-hier et j'espère qu'elles vont continuer. Alors, on va parler d'une autre guerre, cette fois-ci entre 2 armées, Russie et Ukraine. Alors, tout le monde s'appelle Donald Trump, Vladimir Poutine, Donald Trump, Volodymyr Zelensky. Des choses ont été actées, dont celle-là, qui est peut-être particulière. Donald Trump va peut-être prendre le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia. C'est la centrale nucléaire la plus grande d'Europe. Qu'est-ce que cela Quel regard portez-vous sur cette nouvelle annonce? C'est une annonce impérialiste qui ne sert à rien dans le processus de paix. Nous, on proposait
d'envoyer des casques bleus pour sécuriser la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Donc on est sur une proposition totalement différente. La réalité, c'est que Donald Trump est dans il suit bien sûr la ligne américaine impérialiste habituelle, mais avec une violence exacerbée. Et c'est un impérialisme de prédation on l'a vu avec le Groenland lorsqu'il a menacé de l'annexer, pareil, pour prendre les minerais, qui est bien plus grave que celui de M. Biden. Là où Donald Trump, dans tous les cas, le seul intérêt de Donald Trump dans cette histoire est qu'il veut prendre le contrôle des minerais ukrainiens. M. Zelensky a dû céder aux demandes de Donald Trump parce que l'Ukraine va devoir donner 300 milliards de ces minerais, ce qui représente une somme colossale de son PIB, aux Américains en échange de la continuation de leur aide. Et tout ça nous mène à une impasse puisque dans le même temps, il n'y a aucun accord de cessez-le-feu, il n'y a pas d'accord pour que les territoires annexés par M. Poutine se voient organiser des référendums pour savoir si oui ou non ils souhaitent être russes ou s'ils souhaitent être ukrainiens. Et vous parliez de M. Macron. M. Macron a réussi l'exploit finalement de s'isoler dans les négociations, puisqu'alors qu'on parle quand même du territoire européen, ni les Européens et ni la France qui en fait partie ne sont associés à ces discussions. Et là, j'ai vu que, pareil, M. Zelensky a annoncé qu'il serait